Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. Construction de la cité administrative dans la Donga. Un site de 32 hectares est mis à la disposition pour cette infrastructure. Le préfet de ce département a présidé la cérémonie de remise du site. Projet gazoduc du Bénin, le ministre de l'Énergie est allé visiter les installations cette semaine. Proposition d'amendement de la loi fondamentale, quelques personnalités réagissent au mode référendaire. Dans ce journal, les propos de maître Marie-Lise Bédot et Martin Assoba. Merci et bienvenue à ce journal. La campagne Tolérance Zéro au mariage des enfants connaît de nouveaux acteurs. Il s'agit des têtes couronnées sous l'autorité de l'empereur Sabi Naina III de Niki. L'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, et le gouvernement demandent à ces personnalités de s'impliquer dans la lutte contre le mariage des enfants. C'est à travers un plaidoyer fait ce week-end dans la cité historique de Niki. Reportage Alexis Asogba, Vitis Ahowe. 132 cas de mariage d'enfants ont été enregistrés en 2017 et 58 au premier trimestre de 2018, selon la direction départementale des affaires sociales du Borgou et de la Libori. Ce phénomène, qui porte gravement atteinte aux droits des enfants, prend aujourd'hui une ampleur inquiétante au Bénin, en l'occurrence dans la région septentrionale. Il importe donc de susciter une mobilisation effective de toute la communauté afin d'y mettre un terme et de garantir l'avenir de nos enfants. Pour lutter efficacement contre cette pratique, le gouvernement et l'UNICEF invitent les têtes couronnées à s'impliquer. Sina Boko, je voudrais plaider que vous utilisiez votre haute autorité pour exiger de tous une action plus robuste dans l'ère Batonou et Beau pour mettre fin aux violences faites aux enfants, en particulier le mariage des enfants. Nous venons implorer votre bénédiction et votre accompagnement pour dénoncer et décourager à jamais ces pratiques qui portent atteinte à la dignité et au bien-être des enfants du Bénin. Les têtes couronnées s'engagent pour une implication dans la lutte contre le mariage des enfants. Nous, empereur de Niki et l'ensemble des rois de l'ère culturelle Batonou, prenons l'engagement de mobiliser toute la royauté et ses chefs à prendre conscience du phénomène des violences, des abus sexuels sur les enfants et du mariage des enfants. Une mobilisation sociale est souhaitée pour sauver les enfants victimes d'abus. Je voudrais inviter donc tous les acteurs de médias, aussi bien les acteurs locaux, par exemple la radio Soutidera ici à Niki, les acteurs régionaux au niveau des médias et les acteurs nationaux à s'engager à fond dans cette lutte. L'ambassade du Royaume de Belgique et l'UNICEF sont entre autres partenaires du Bénin dans la campagne Tolérance Zéro au mariage des enfants. Un pas a été franchi dans la construction de la cité départementale administrative à Djougou. La cérémonie de remise du site devant abriter cette infrastructure a été présidée par le préfet de la Donga sur un site de 32 hectares. Il sera érigé au bout de 24 mois de travaux. La cité administrative départementale sous le contrôle de la société chinoise Poly International Holding. Ousmane Baparapé, Ablabfou, Idrissou. En prélude à la remise officielle du site, une séance de projection à la préfecture, initiée par la délégation du ministère du Cadre de vie et du Développement durable, permet aux autorités communales et départementales d'apprécier l'envergure du projet. Nous avons un bâtiment de la préfecture, 5 bâtiments de direction départementale et la résidence du préfet, la résidence du secrétaire général. En ce qui concerne le bâtiment de la préfecture, elle couvre une superficie de 4 583 m² et en R+2. Elle est composée de 76 bureaux
de 2 salles de réunion et de 20 toilettes. Nous avons la résidence du préfet qui couvre une superficie de 492 mètres carrés et est composée de 3 chambres, 4 toilettes, une cuisine, une salle à manger, un séjour et un bureau pour le préfet. Nous avons la résidence du secrétaire général qui est composée de 3 chambres, 2 toilettes, une cuisine, un séjour et il est en R+0, RDC. Dans les 2 départements, il y a des infrastructures qui ont été recensées en complément de ce qui existe. Donc le projet n'a pas la même consistance aussi bien dans les anciens départements que dans les nouveaux départements. Bon, la première partie du projet a consisté aux études techniques, c'est ce que nous avons fait. Les études techniques, on est passé sur le terrain, on a recensé le programme, les infrastructures qui manquent en collaboration avec le ministère. On a fait les études préliminaires. Le cabinet et la société Poly, c'est les Chinois, a été recruté pour faire les travaux. La réalisation des travaux se fera sans faille, promettent les responsables de la société en charge de la construction des infrastructures. En espérant qu'à travers la réalisation du projet, nous pourrons créer des emplois pour le peuple du Djougou et développer l'aspect économique. Soyez rassurés que la société Poly International a des expériences et la confiance de réaliser bien les travaux. Le personnel en sera vraiment très soulagé puisque actuellement nous faisons avec l'existant. Ce n'est pas ce qu'il nous faut nécessairement, mais on s'adapte à ce qui existe pour pouvoir donner la prestation qu'il faut à nos populations. Donc, je voudrais rassurer les entrepreneurs que notre collaboration ne va pas leur faire défaut. La délégation se rend ensuite sur le site de 32 hectares réservé à la cité administrative. Ici, la satisfaction est grande au niveau du conseil communal. Merci au gouvernement qui a fait de Djougou le chef-lieu du département de la Donga, qui nous a nommé un préfet qui travaille en parfaite symbiose avec l'ensemble des conseils communaux de la Donga, mais aussi aujourd'hui qui vient nous donner un joyau, des bâtiments assez jolis. J'ai vu les photos, c'est formidable. C'est la concrétisation de la promesse du président Patrice Talon, dira le préfet Elias Biao. Le gouvernement de son Excellence, M. Patrice Talon, pour une fois encore, il nous a convaincus parce qu'il avait annoncé ça depuis notre prise de service que les préfectures seront construites et les infrastructures connexes. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Ça veut dire que le président de la République et son gouvernement ont joint l'acte à la parole. Et qui veut vraiment croire peut venir ici pour voir dans quelques mois comment les bâtiments vont s'ériger sur le site. Donc, nous saisissons l'occasion, toutes les autorités que nous avons au niveau du département, pour remercier une fois encore le chef de l'État. Ça là, c'est un pas qui est franchi. Toute la main-d'œuvre sera locale. Et j'exhorte par l'occasion la population de Djougou à accompagner et le projet, à accompagner le gouvernement et à accompagner l'entreprise à pouvoir réaliser l'objectif. Une fois le site réceptionné, les chargés de l'exécution du projet réitèrent leur engagement à satisfaire le gouvernement béninois. Il n'y aura plus d'éléphants blancs au Bénin. C'est bien le message du ministre en charge du sport, Osvaldo Meki. C'était à l'occasion de la première phase de projet des stades dans 21 communes de notre pays. Les contrats signés avec les entrepreneurs pour une durée de 12 mois sans rallonge. Le ministre Omeki, à cet effet, supervise en personne les remises de sites qui équivalent au lancement des travaux. Il parle donc au micro d'Emilienne Fayomi du projet d'envergure nationale. La première phase de construction et d'équipement d'infrastructures aux normes et standards internationaux composant du PAG vient d'être mise en route.
21 communes seront dotées d'ici un an de stades dignes du nom. Dans les départements du Plateau et de Lomé, 4 localités bénéficient du programme. La remise officielle des sites lance les travaux. Au nom du conseil communal de Pobé que je préside, au nom de toutes les populations de Pobé, nous adressons nos remerciements au gouvernement de la rupture, présidé par M. Patrice Talon, pour la promesse faite et la promesse qui est en train d'être réalisée. Les communes de Kétou, de Pobé, d'Adjoum et d'Avranco sont ainsi honorées. Le projet constitue en lui-même un regain d'activité sportive qui mobilisera les énergies juvéniles. Nous avons une tribune de 3000 places, semi-couverte. Ensuite, on aura construit une piste d'athlétisme à 8 couloirs, aux normes internationales. Ensuite de ça, on aura aussi à construire une grille polygone, qu'on appelle une grille de sécurité. On aura fait une aire de jeu en gazon synthétique aux normes internationales. Ensuite de ça, il y a des aires de jeu de main qu'on aura aussi à vous faire concernant les aires de jeu de main. C'est le handball et le basketball. C'est le handball et le basketball. C'est à cause de ça, moi je dis tout simplement que ce n'est pas qu'un terrain omnisport, mais c'est un complexe sportif. Dans la localité d'Adjoum, c'est l'ancien stade entièrement clôturé, déjà sans infrastructure, qui a été choisi. Le maire et son conseil communal ont accueilli avec ferveur le projet. La construction de ce stade municipal d'Adjoum impactera à coup sûr les activités sportives, notamment le football, sport roi, et améliorera les performances de nos sportifs au cours des compétitions nationales ou régionales. C'est donc avec grande satisfaction que je salue, au nom de la population d'Adjoum, cette réalisation qui offrira aux équipes un cadre idéal pour la pratique des activités sportives, gage de développement et d'épanouissement de la jeunesse. C'est l'arrondissement de Latché qui abritera le stade d'Avranco. Les populations sont sorties massivement pour accueillir le ministre Oswald Omeki. Le maire, au nom de ses administrés, a remercié le gouvernement pour ce joyau dont il bénéficie. Particularité, c'est la première fois qu'un stade sera érigé. Le site de près de 4 hectares abritera une tribune de 3000 places, une aire de football, une aire d'athlétisme avec 8 couloirs, un logement pour les entraîneurs, un château d'eau, le bloc sanitaire, le tout avec un système d'éclairage et un parking. Par ce canal, je voudrais transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République et son gouvernement les sincères remerciements de la population d'Avranco. On parle maintenant de la fourniture et de la disponibilité du gaz en Afrique de l'Ouest avec le projet du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. Alors ce projet a été voulu depuis 1982 pour permettre au Bénin, au Togo et au Ghana d'avoir du gaz. Cela induit également la création d'une station de contrôle et de régulation du gaz dans chaque pays. Alors le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou, s'est rendu sur les installations du site du Bénin dans la commune de Ouida. Reportage Blaise Adam. C'est avec plusieurs casquettes que Dona Jean-Claude Oussou visite la station de mesure et de régulation du projet gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. D'abord, en tant que président de l'autorité du gazoduc ouest-africain, c'est-à-dire président du Conseil des ministres des pays donc desservis par ce gazoduc. Deuxièmement, en tant que président en exercice donc, du bureau exécutif des ministres de l'énergie de l'Afrique de l'Ouest. Cette station est installée à Kokokodi, dans la commune de Ouida. Elle permet de réguler et de mesurer le débit de gaz en direction des centrales thermiques alimentées. C'est des installations qui permettent le traitement du gaz qui vient du Nigeria, afin que le gaz puisse arriver au niveau de la centrale là-bas, qui est à Maria Gleta, avec un niveau de traitement assez élevé. Ce site est un site stratégique, je dirais même névralgique, pour la mise à disposition de ce gaz qui provient donc du Nigeria pour aller vers Maria Gleta. Plusieurs objectifs justifient l'arrivée du ministre de l'Énergie sur les lieux. Je suis venu ici aujourd'hui pour m'assurer, 1, du niveau de sécurité de ces installations, 2,
le niveau de disponibilité du produit gaz à destination donc des infrastructures que le gouvernement est en train de construire à Maria Greta pour garantir la sécurité énergétique, notamment au niveau de l'électricité pour notre pays. Et puis, ce gaz, voir dans quelle mesure les priorités que j'ai affichées en tant que président de l'autorité de gazoduc correspondent bien à ce que je viens voir sur le terrain. La capacité initiale de transport est de 170 millions de pieds cubes de gaz par jour. Dans un futur proche, elle devrait passer à 470 millions. Un choix voulu par le gouvernement du président Patrice Talon. Parmi les 4 projets phares consacrés au secteur de l'énergie, il y en a un qui consacre l'augmentation des capacités, une meilleure disponibilité de l'énergie à travers la construction d'un certain nombre d'infrastructures. Le projet gazoduc a été initié en 1982 par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il a pour but de permettre aux consommateurs du Bénin, du Togo et du Ghana d'avoir accès au gaz naturel du Nigeria pour la production de l'électricité et pour le chauffage industriel. Au lendemain du vote relatif à l'amendement de la Constitution, une équipe de la rédaction est allée recueillir les réactions de certains Béninois. Suivez l'appréciation de maître Marie-Élise Bédot et de Martin Assoba. Ils sont interrogés par Jean-Claude James et Michié Elewe. Si on n'a pas les 4/5e qui peuvent valider totalement les propositions de révision qui ont été faites sur 4 points, que fait-on? Mais la loi est claire. Il faut aller au référendum maintenant. Et moi, je pense que si les députés sont censés représenter le peuple béninois demande qu'on aille au référendum. Donc moi, je ne parle ni d'échec, ni de succès, ni de rejet. Et je crois que le gouvernement a 120 jours pour convoquer le peuple avant le scrutin. Donc on attend pour pouvoir nous prononcer nous-mêmes dans les urnes maintenant. Donc c'est une très bonne chose, la démocratie en marche au Bénin. Nous avons une avancée, nous les en félicitons parce que contrairement au premier, qui était une révision globale, qu'ils avaient rejetée, qui ne voulaient même pas savoir qu'est-ce que ça contient l'enveloppe, qu'est-ce que ça contient la révision, contrairement à ça, aujourd'hui quand même, ils ont accepté voir qu'est-ce qui a été mis. Dans cette affaire-là, il y en a qui sont pour, et je suis sûr, et je suis conscient qu'il y a un grand nombre qui est pour. Et il y a un nombre aussi qui n'est pas pour. Bon, si entre-temps, les premiers responsables de l'Assemblée nationale, avec nos mandatés, s'ils acceptent que le peuple tout entier puisse avoir son mot à dire en nous conduisant vers ce que nous appelons le référendum, si toutes les conditions sont remplies, bon, on verra ce que ça va donner. Est-ce que nous avons les moyens financiers pour ce faire? This is a big question mark. Certains pensent que c'est comme ça que notre démocratie est vivante. Mais moi, je dis non. Notre démocratie ne sera véritablement vivante que lorsque les défis que nous avons à relever, que nous les prenions en compte et que nous les inscrivons dans le marbre. Et ce marbre-là, c'est la Constitution. Nous devons cesser de continuer par faire de la politique politicienne tout le temps. Il faut qu'on pense au développement. Mais qu'on veuille ou pas, on finira par le faire un jour. Qu'on se transforme en développeur. Nous serions heureux si beaucoup de femmes se retrouvent à l'Assemblée. La nouvelle donne, c'est que la femme soit bien positionnée ou pas. Si dans la circonscription électorale concernée, il n'y a qu'un seul siège à prendre, quelle que soit la position de la femme, elle prendra ce siège-là. Mais bravo, parce que je pense que c'est une bonne chose qui amènera les chefs de parti à mieux repenser l'implication de la femme au développement de ce pays. Mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait voir dans quelle mesure
élargir cette vision de l'implication de la femme à la chose politique au communal peut-être. Il faut que l'exécutif plutôt donne l'exemple de rendre les femmes visibles. Les femmes visibles, il y en a, mais elles ne sont pas que visibles. Et c'est pour ça que je suis contre les gens qui parlent tout le temps de qualité, de la qualité. Quelle qualité? Les hommes, quelle qualité ils ont quand ils font la politique? Après avoir déclaré conforme à la Constitution la loi votée par les députés interdisant l'exercice du droit de grève à certaines catégories des travailleurs, l'unité syndicale du Centre national hospitalier universitaire, Hubert Koutoukoumaga, a organisé une conférence de presse pour clarifier sa position et inviter ses collègues à se conformer à cette décision de la plus haute juridiction. Nous proposons un extrait de la déclaration de leur porte-parole au micro de Enoch Mpati et de Calvados Lapano. Depuis l'avènement de la démocratie, suite à la conférence nationale, le Bénin, notre pays, a connu une succession de différentes cours constitutionnelles. Les différentes décisions prises par ces différentes cours ont été toujours diversement appréciées par les citoyens béninois. Il n'est plus un secret pour quelqu'un que la Cour constitutionnelle actuelle a déclaré conforme à la Constitution béninoise, la loi retirant le droit de grève aux agents de santé et à d'autres corps. Cette décision a déchaîné beaucoup de passion dans la nation béninoise. Les uns prédisent déjà un bras de fer avec la Cour constitutionnelle. Nous, militants du syndicat Unité CNHU, prenons acte de cette décision de la Cour dont les décisions sont sans recours. Nous déclarons en face du monde que nous n'irons pas dans la logique de contestation de la Cour constitutionnelle, car un tel comportement peut fragiliser la Cour constitutionnelle, qui est le seul rempart qui a sauvé notre pays dans des situations les plus difficiles, comme les moments des élections. Nous exhortons donc les travailleurs du secteur de la santé au calme et à la sérénité en respectant cette décision de la Cour constitutionnelle. Il y a quelques mois, nous, travailleurs du secteur de la santé, nous avions applaudi la même Cour quand elle avait rendu une décision qui était favorable à nous. Nous exhortons également nos militants et tous les travailleurs du secteur de la santé au travail assidu et les rassurons que nous disposons toujours d'autres formes de lutte et de protestation comme le sit-in et les marches. Nous profitons de cette occasion pour demander l'indulgence au chef de l'État à veiller, premièrement, au paiement effectif de la prime de motivation qui dort au Trésor public depuis plusieurs semaines. Deuxièmement, revoir le plateau technique des hôpitaux, dispensaires, maternité ou tout autre centre de santé public, surtout celui du CNHU, le plus vieux hôpital du Bénin, qui est d'ailleurs le seul de référence. Et troisièmement, veiller sur la bonne gestion de nos hôpitaux, malades de la gestion hasardeuse et chaotique. Il faut reconnaître honnêtement aujourd'hui que la gestion de nos hôpitaux a besoin d'une expertise pour que nous soyons des références dignes de nom. Il va donc sans dire que l'urgence aujourd'hui n'est point de perdre notre énergie, nous, professionnels de la santé, pour contester une décision de la Cour constitutionnelle qui peut toujours nous afficher des revirements jurisprudentiels dans les années à venir, mais plutôt nous battre par le travail bien fait afin de sauver nos hôpitaux malades de nos mauvaises pratiques et surtout la mauvaise gestion. Bénin Terminal, une filiale du groupe Bolloré, continue sa randonnée dans les universités du Bénin. C'est dans le cadre du partenariat noué avec certains établissements d'enseignement supérieur technique. Le but est de présenter l'entreprise et d'échanger avec les étudiants sur les différentes prestations. Après l'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM, c'est le tour de l'École polytechnique d'Abomey-Calavi de recevoir donc cette entité. Rebecca Kenyaoudé, Alexis Quenon. Dirigeants et agents de Bénin Terminal face aux étudiants de l'EPAC, École polytechnique d'Abomey-Calavi. Une rencontre école-entreprise pour échanger avec ses futurs cadres sur les prestations de cette filiale du groupe Bolloré. Les étudiants de l'EPAC représentent pour nous un vivier important de personnes qui étudient dans les secteurs d'activité que nous représentons,
Donc on a estimé que rapprocher le monde étudiant et le monde professionnel, c'était important. La rencontre de ce jour n'est pas fortuite. Elle s'inscrit dans la politique du groupe Bolloré d'aller désormais vers les établissements d'enseignement supérieur technique. L'objectif est de mieux faire connaître l'entreprise et de donner l'opportunité aux étudiants d'y faire des stages. Cette démarche de Bolloré, au fait, dénote clairement que les responsables de Bolloré ont compris qu'il faut aller vers les écoles, surtout une école d'ingénieurs comme l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, de manière au fait à voir s'il n'y a pas le potentiel nécessaire pour, en son temps, au fait, conduire les opérations techniques au sein donc, de leur entreprise. Les étudiants d'aujourd'hui sont très chanceux. Parce que nous, dans notre temps, à notre époque, on n'avait pas eu la chance que des grandes structures comme Bolloré viennent vers nous et nous donnent la chance de nous faire valoir. Moi, c'est à travers l'Internet, c'est à travers les réseaux sociaux que j'ai découvert Bolloré. Bolloré n'est jamais venu à moi, mais c'est plutôt moi qui suis allé vers Bolloré. Initiative louable selon les étudiants. Pour eux, ces stages seront d'un gros bénéfice. Mes impressions sont les meilleures parce que le partenariat entre l'école polytechnique d'Abomey-Calavi et le groupe Bolloré entre dans le cadre du renforcement de la formation professionnelle des étudiants de l'EPAC. Et cette conférence d'aujourd'hui vient à point nommé parce que là, nous avons eu plus d'informations sur les activités du groupe Bolloré et les offres de stage ainsi que d'emplois disponibles pour les étudiants à travers les formations dispensées à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Le groupe Bolloré est présent en Afrique depuis plus de 50 ans. Son domaine d'expertise, transport et logistique. Et on parle maintenant des 100 premiers numéros de Mémoire de Chaudron de Tibus Adagbe, qui a été à travers ce récit via WhatsApp, qui nous est présenté ici par Patrick Ayadi, qui a suivi cette soirée intellectuelle. Il célèbre ainsi les 100 premiers épisodes de l'histoire de la campagne électorale de Boni Yayi pendant la présidentielle de 2006. Les animateurs de la vie politique au Bénin dissèquent Mémoire du Chaudron. Une narration de Tibus Adagbe, ex-conseiller à la communication de l'ancien chef de l'État, Thomas Boni Yayi. Tibus Adagbe a osé et son audace permet aux activistes des réseaux sociaux de s'imprégner des stratégies politiques en avril 2006. On divise le Bénin en des parcelles, des fiefs sont devenus des parcelles et ça se vend littéralement. Et les reports de voix se faisant à 90%, si vous êtes candidat et que vous n'avez pas ces grands électeurs, ces marchands électoraux avec vous, c'est difficile de devenir quelque chose. Entre un jeu et jeu, on voit tout ce qui peut intervenir. Alors on parle de Ali Oudou, on va aller voir Séverin Adjovi, on parle de Edgar Alia, mais pourquoi vouloir coûte que coûte avoir Edgar Alia à soi? Je pense que l'auteur même était surpris de l'obsession de Boni Yayi à avoir Edgar Alia à lui. Donc pour le lecteur lambda, rien qu'à lire les différents épisodes, on sait que l'auteur sait de quoi il parle. Si vous faites le bilan de tous ceux qui ont été élus depuis 1991, il y a eu toujours chez le gagnant une sorte de symbole qu'il représente dans le cœur des Béninois. C'est-à-dire qu'il y a eu des contrées qui se sont rassemblées autour de lui, des gens d'horizons complètement différents, mais qui ont pu l'avoir comme consensus, comme point de ralliement. Ceux qui ont lu Mémoire du Chaudron se rappellent du face-à-face entre le CT Adagbe et Madame Yayi. Ça a le mérite de classer tous ceux qui voudraient fréquenter de futures premières dames. La communication politique au Bénin est généralement le fruit d'exercices du terrain. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites au fur et à mesure que les informations arrivent. En 132 000 mots, l'ancien proche de Boni Yayi a vendu la mèche par l'entremise d'un forum WhatsApp dénommé Breaking News. Reste à savoir si Tibus Adagbe aura le courage de transcrire ses 100 premiers numéros dans un document écrit. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à 23h30. Jérôme pour le JT Soir. Merci et bonne soirée chez vous.